Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le propos introductif dans le cadre de ce cours de droit des télécommunications. Confucius disait que si nous ne voulons pas aller en guerre, nous devons d'abord procéder par la définition des mots. C'est dire donc que dans le cadre de ce cours, nous allons nous soumettre à cette sagesse de Confucius en définissant d'abord ce que c'est que droit d'abord, mais aussi définir ce que c'est que télécommunication. Il est clair que définir la règle de droit, c'est le préalable, parce que la formation que vous avez reçue vous prédestine certainement à vivre dans un environnement où vous seriez obligé à agir en droit. Durant toute votre vie, vous avez eu à poser des actes juridiques. Peut-être vous avez une fois essayé de comprendre ce que c'est que le droit. Peut-être vous n'avez jamais été confronté à la nécessité de vouloir définir le droit. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de dire ce que c'est que le droit. Pour définir le droit, on a coutume souvent de distinguer la règle de droit par rapport à d'autres catégories de règles qui lui sont voisines. Je pense à l'éthique, je pense aussi à la morale. La morale est un ensemble de règles sociétales qui permettent à une communauté de vivre ensemble, en harmonie. Mais les règles morales ne sont pas souvent dotées de forces contraignantes. Lorsque quelqu'un viole une règle morale, il n'est pas forcément exposé à une sanction, si ce n'est que l'opprobre ou la discrédit qui est jeté sur sa personne. Mais la morale évolue en fonction des sociétés. À côté de la morale, nous avons aussi coutume de parler d'éthique. L'éthique pourrait être définie comme étant un ensemble de normes comportementales qui nous permettent de faire correctement notre travail. L'éthique n'est pas forcément aussi dotée de règles contraignantes. Autrement dit, la violation d'une norme d'éthique n'expose pas à son auteur à une sanction. Cependant, la règle de droit, si elle partage le même objectif que l'éthique et la morale, c'est-à-dire permettre aux gens de faire correctement le travail, régir, permettre l'harmonie dans la société, elle a des caractéristiques qui lui sont propres. Je pense à la force contraignante. C'est pourquoi certains auteurs ont accepté de retenir que la règle de droit est un ensemble de règles obligatoires à portée générale. Donc on peut définir le droit comme étant un ensemble de règles obligatoires à portée générale. Cela veut dire que si quelqu'un viole la règle de droit, il s'expose à des sanctions. Dès lors se pose donc la nécessité de dire qui est chargé d'édicter la règle de droit. Il reste constant que le pouvoir d'édiction de la règle de droit appartient à l'État. L'État, c'est cette autorité suprême à qui on a délégué nos souverainetés. C'est l'État, c'est cette institution qui est chargée d'exercer le pouvoir politique. Donc c'est l'État qui est chargé d'adopter toute règle qui est obligatoire. C'est pourquoi on définit la règle de droit qui est adoptée par l'État comme étant le droit positif. Comprenez par là que le droit positif est l'ensemble des règles juridiques qui sont adoptées par l'État, qui sont applicables sur un territoire déterminé. Et ces règles juridiques qui sont adoptées dans le cadre du droit positif obéissent à une logique hiérarchique. Au sommet de ces règles juridiques, nous avons la Constitution. La Constitution est la charte fondamentale d'un État. Elle fixe les libertés individuelles et la séparation des pouvoirs. La Constitution non seulement prévoit les droits et les libertés des citoyens, mais aussi elle définit les mécanismes d'organisation, d'évolution et de fonctionnement des différents pouvoirs. Cette logique de la séparation des pouvoirs, qui est devenue
un élément essentiel de la définition des constitutions des États modernes, découle de la théorie de Montesquieu dans l'esprit des lois. Montesquieu disait que toute personne qui a du pouvoir est portée d'en abuser. Il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. S'adossant à cette sagesse, les constituants des États modernes ont choisi de retenir, avec la déclaration de 1848, que, effectivement, en son article 16, que tout État qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs et les libertés individuelles n'a pas de constitution. On peut retenir par là que, sur le plan matériel, une constitution, c'est un document qui fixe la séparation des pouvoirs et les libertés individuelles. Donc, c'est le droit primaire. C'est le droit qui sous-tend tout le fonctionnement d'un État. C'est pourquoi toutes les autres normes qui existent dans cet État-là seraient dérivées de la Constitution. En conséquence, elles ne devraient pas être contraires à la norme constitutionnelle qui est suprême. C'est pour vous dire donc qu'après la Constitution, dans la hiérarchie des normes, nous avons la loi. La loi est constituée par l'ensemble des textes juridiques qui sont adoptés par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est composée de députés qui sont mandatés par le peuple, qui ont en charge la votation des lois. Le domaine de la loi est fixé dans chaque constitution d'un État. Donc c'est dans ces matières-là qui sont fixées par la Constitution que les députés prennent ce que l'on appelle des lois. Après la loi dans la hiérarchie des normes, nous avons le règlement. Le règlement est constitué de normes juridiques qui sont adoptées par le président de la République et son gouvernement dans le cadre de l'exécution des lois. C'est pourquoi au sommet de ces règlements, on parle de décret. Le décret est pris par le président de la République, mais il est contresigné par le Premier ministre. Un décret, en principe, ne peut pas violer une loi, parce que le décret doit viser à appliquer la loi. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de décret d'application. Mais en deçà du décret, nous avons ce qu'on appelle les arrêtés. Il y a d'abord les arrêtés primatoraux, qui sont des arrêtés qui sont pris par le Premier ministre. Et en deçà de ces arrêtés primatoraux, nous avons des arrêtés ministériels, qui sont des arrêtés qui sont pris par les ministres en fonction de leurs compétences. Et nous avons aussi les arrêtés des gouverneurs dans le cadre de l'administration territoriale, les arrêtés préfectoraux. À côté de cela, nous avons d'autres actes administratifs qu'on appelle des décisions. Mais il faut retenir par là que tout règlement est un acte administratif. Un acte administratif est un acte qui est pris par une autorité administrative affectant l'ordonnancement juridique, affectant aussi le droit des tiers sans leur consentement. Donc le décret qui est pris par le président de la République s'impose à tout le monde sans notre consentement. Si nous ne sommes pas d'accord avec ce décret, la possibilité que nous avons, c'est de l'attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir en contestation de l'illégalité. En deçà donc de ce règlement, nous avons la jurisprudence dans la hiérarchie des normes. La jurisprudence est constituée par l'ensemble des décisions qui sont rendues par les cours et tribunaux dans le cadre de leur office d'interprétation de la loi. Et après la jurisprudence, nous avons la doctrine. La doctrine étant constituée par l'ensemble des réflexions qui sont produites par les cours et tribunaux, par les spécialistes du droit, autant pour moi, pour apprécier la pratique des juridictions ou la pratique législative. Je viens de vous décliner la hiérarchie des normes juridiques que les juristes positivistes désignent sous le vocable de pyramide kelsenienne de la légalité. La pyramide kelsenienne de la légalité découle de l'appellation de cette pyramide au nom du penseur Hans Kelsen, qui est un juriste positif allemand qui a théorisé cette conception pyramidale du droit. Ce qu'il faudrait relever donc, que les sources du droit des télécommunications sont à rechercher dans cette hiérarchie des normes. Et dans la Constitution du Sénégal, en son article 7, qui pose le principe d'égal accès à l'information, mais aussi dans le pouvoir réglementaire, notamment dans les télécommunications, nous avons le Code des télécommunications qui fixe l'ensemble des règles juridiques applicables aux télécommunications.
Donc, dans le cadre de ce propos introductif, il me paraissait essentiel de faire ce rappel conceptuel de la règle de droit avant d'apprécier ce que c'est les télécommunications. Parce que le droit des télécommunications n'est rien d'autre qu'une matière de droit spécifique qui est applicable à l'environnement des télécommunications.